Le village chinois de Cayenne débarrassé de ses épaves de bateaux au grand soulagement des habitants. C'était une action menée ce matin par le service technique de la mairie de Cayenne. Nous y reviendrons. Et puis le syndicat UTG du CMCK tenait une réunion de débriefing ce matin au siège de l'Union des travailleurs guyanais. Ils ont souhaité remercier la population pour leur engagement pour le passage de l'hôpital de Kourou sous administration publique. Enfin, du cirque au menu des vacances de Toussaint, une quarantaine de férus d'acrobatie ont aiguisé leurs compétences. Une activité du Marmaille Circus à suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ATV Guyane. Sachez que vous pouvez aussi nous suivre sur notre Facebook Live. Ouvrons ce journal avec le soulagement des habitants du village chinois. 3 bateaux désaffectés et plusieurs squats ont été détruits ce matin par le service technique de la mairie de Cayenne. À proximité du marché, ces épaves étaient de véritables repères de dealers. Pierre Trefou s'est rendu sur place lors de ces destructions. Regardez son reportage. C'est à coups de pelleteuse et de bulldozer que le démantèlement et la destruction de bateaux et de squats a débuté ce matin au village chinois. Pour la maire de Cayenne, cette zone de non-droit devait disparaître. La ville de Cayenne a un projet d'utilité publique dans les années qui viendront et donc il nous faut stopper justement cette prolifération d'épaves. D'autant plus que nous étions en relation avec les propriétaires, ça fait déjà plus de 2 ans. On leur a donné des délais pour pouvoir retirer leurs bateaux en cale sèche et jusqu'à présent rien. Donc moi je crois qu'à un moment donné, il faut se dire qu'on arrête et qu'il faut agir. Alors on est en train de travailler sur l'aménagement du canal Leblanc qui est juste derrière vous. Et puis ici, nous sommes en train de réfléchir, donc nous allons rencontrer les habitants pour échanger avec eux, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent, puisque cette partie, ce foncier appartient à la ville, et c'est ensemble que nous allons décider. Donc il y aura des propositions, puis la ville va décider. Les grands frères et les frères de la crique ont été associés à cette destruction pour pouvoir rendre cette partie de la ville plus attrayante. C'est très bien ce démantèlement, puisque en fait c'est de l'aménagement du territoire. À partir du moment où on maîtrise notre territoire, on peut maîtriser tout le reste. La plupart des bateaux présents étaient utilisés pour le trafic de drogue. Pour cet armateur, c'est enfin le soulagement, mais ce n'est pas suffisant. Nous, actuellement, nous sommes à demi contents que cette opération se fasse, mais par contre, ça ne règle pas le problème de nous pêcheurs. Les 2 millions que nous attendons et toutes les aides que nous attendons, PCS et consorts, que l'État bloque, nous n'avons rien pour l'instant. Et ça nous handicape parce qu'il faut aussi pouvoir terminer nos embarcations que nous avons en construction ou en rénovation. La municipalité est en train de travailler sur des projets de réaménagement du quartier dans le cadre du 2e projet de développement et de rénovation urbaine de Cayenne. L'équipe municipale entend apporter une réponse durable aux problèmes constatés en inscrivant le territoire de la ville dans un développement à long terme. Et puis cette réunion des syndicalistes UTG du centre médico-chirurgical de Kourou, bilan d'une lutte menée depuis mars-avril dernier qui a permis de maintenir, de faire passer le CMCK sous administration publique et d'améliorer l'offre de soins. Le syndicat tenait à remercier la population pour son engagement. Jean-Marc Chemin, secrétaire général de l'Union des travailleurs guyanais, s'exprimait au micro de Gaël Wassim. Le 20 mars, nous mobilisons puisque nous avons appris que le CMCK était en vente et qu'il y avait effectivement un groupe Rimbaud de la Guadeloupe qui souhaitait effectivement racheter l'hôpital. Nous étions en désaccord total avec ça. Certains élus avaient déjà reçu ce groupe, alors que pour nous, il était hors de question que l'hôpital puisse passer effectivement en service privé. Donc là, nous étions en désaccord total. Donc nous avons décidé de nous mobiliser le 20 mars avec le collectif des Toucans et l'UTG également éclairage. Donc nous avons effectivement nous nous sommes installés au rond-point de la Carapa et après, bien sûr, tout ce qui s'est suivi, un mouvement populaire. La population a pris en main effectivement ce combat-là, parce que la population des Savanes était très attachée à leur hôpital. Il n'était pas question effectivement qu'on puisse vendre cet hôpital. Nous, ce qu'on voulait effectivement, c'est le transfert en service public, mais pas que. Alors nous souhaitons effectivement que l'offre de soins soit maintenue, voire doit s'améliorer. C'est ce qu'on veut. On veut qu'à Kourou est l'hôpital de référence. Nous, il est important pour nous qu'il y ait un transfert, certes, mais il est important pour nous aussi que les médecins restent à Kourou pour continuer à développer cette offre de soins. C'est très, très important.
Loïc Libert suit tous les jours le procès d'Abdelkader Mera et de Feta Malki depuis l'hôpital qu'il n'a pas quitté depuis 5 ans. Rappelez-vous, Loïc Libert est un parachutiste guadeloupéen qui a été touché par l'attaque à main armée de Mohamed Mera le 23 mars 2012 à Montauban. Ses 2 autres camarades n'ont pas survécu. Lui est tétraplégique. Le caporal-chef Loïc Libert témoignera demain devant la cour d'assises de Paris par visioconférence depuis l'hôpital. Un procès dont le but est de déterminer si Abdelkader Mera et Feta Malki sont, oui ou non, coupables de complicité d'actes de terrorisme. Reportage de Christian Bonardel et d'Éric Dupuis. L'univers de Loïc Libert est cette chambre d'hôpital depuis 5 ans. Il s'apprête à affronter une nouvelle épreuve, témoigner devant la cour d'assises et se remémorer cette attaque de mars 2012. Je ne sais pas comment ça va se passer le 25, mais je fais tout mon possible pour garder toute la force que j'ai en moi, pour pouvoir bien m'exprimer et tenir bon en fait, afin de pouvoir faire de mon mieux, puisqu'à l'aujourd'hui c'est dans le néant, dans la tristesse, puisque chaque jour pour moi c'est un combat. Ce jeune soldat regarde sa vie d'avant, entouré de photos sur les murs. Il espère beaucoup de ce procès. J'ai une haine. J'ai aussi une envie, c'est de les voir bien condamnés à perpétuité. Parce que les entendre, pour moi, c'est pas des êtres humains, c'est des monstres. Je ne m'énerve pas, parce que moi j'ai cette chance d'être encore là. Donc pour moi, dans la vie, tout se paye. Voilà, l'acte ne reste pas impuni. Loïc suit le procès depuis une salle spéciale dans l'hôpital. Cela accapare son esprit. Mais certaines infos qui lui viennent de Guadeloupe l'exaspèrent et le peinent beaucoup. Chaque jour, j'entends dans les infos, à la radio, qu'il y a eu tel mort. Pourtant, ce n'est pas en temps de guerre, ce n'est pas en temps d'attentat, c'est entre eux-mêmes. Arrêtez de vous entretuer parce qu'on est là et on fait simplement un moment sur terre. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Les parents de Loïc Libert le soutiennent quotidiennement pendant la durée du procès. Son état de santé ne lui permet pas, pour le moment, d'envisager un retour sur son île natale. Rendons-nous en Martinique où la citoyenneté s'apprend aussi en prison. Depuis 2013, 72 jeunes détenus ont rempli leur devoir civique depuis l'enceinte de la prison de Ducos. Ce matin, 6 jeunes détenus de 16 à 25 ans ont participé à la journée d'appel à la prison de Ducos, justement. Un cours de défense et de citoyenneté dans le cadre du renouvellement du protocole d'accord territorial entre le service national et de Martinique et l'administration pénitentiaire. Luis Sabat s'est rendu sur place. Regardons son reportage. Il y a des gens, par exemple l'État islamique, qui pensent que les femmes ça sert à rien, juste à peu près. Il y a des femmes qui travaillent, on l'a vu avec les journalistes, on le voit avec la caporal-chef. Terrorisme, instabilité mondiale, enjeu de la défense nationale ou sécurité routière. Pour ces jeunes incarcérés, la journée défense et citoyenneté se passe comme pour d'autres hors des murs du centre pénitentiaire de Ducos. Ils écoutent, apprennent et échangent avec les instructeurs sur ces thèmes qu'ils ont rarement ou jamais abordés à l'extérieur. On a appris à quoi sert l'armée, qu'est-ce qu'il y a comme risque dans le monde maintenant, de ce monde instable, à savoir les terroristes, les hackers et puis le changement climatique. C'est bien de savoir d'autres choses dans la vie. Les murs de la prison ne privent pas ces jeunes âgés de 16 à 25 ans de leur citoyenneté. En moyenne, 2 opérations de ce genre sont menées par les militaires qui les informent sur leurs droits, leurs devoirs et leur ouvrent des perspectives d'avenir. C'est peut-être une petite porte qui s'ouvre. Une petite porte qui s'ouvre peut-être pour une formation, un travail, un truc, je sais pas. Ça va servir, oui, c'est sûr. Comme je t'ai dit à taper le permis, sans ça, tu ne peux pas avoir ça. Ou un peu d'autres papiers, des trucs comme ça. Ils ont les mêmes droits en ce qui concerne le droit au retour en formation, le droit à l'information, le droit sur les prestations sociales et ainsi de suite. Ils ont les mêmes devoirs, les mêmes obligations légales, à savoir être recensés, avoir effectué sa JDC. Parce que si vous n'effectuez pas votre JDC, il y a un certain nombre de concours et d'examens soumis à l'autorité de l'État que vous ne pourrez pas passer. Le premier étant le permis de conduire. Donc notre démarche aujourd'hui est de venir à la rencontre de ces jeunes dans la difficulté et de leur permettre de préparer et de remplir cette démarche pour démarrer tout de suite leur reconversion à leur sortie. Tous sont volontaires, une démarche bien vue par l'administration.
Leur situation pénale est très souvent réétudiée en commission d'application des peines en regardant de près leurs efforts de réinsertion. J'estime qu'un détenu qui est volontaire pour participer à ce type de journée est un détenu qui réellement fait œuvre d'une réelle volonté de réinsertion. Il souhaite se réintégrer dans la société, il souhaite reprendre à part entière sa place de citoyen. Je pense que c'est dans ces conditions-là, j'estime qu'on le prend plus en compte. Et moi, j'y suis sensible en tout cas lorsque je donne mon avis. Depuis les derniers accords cadres signés en 2013, ce sont 72 jeunes détenus qui ont effectué leur devoir civique. Mais organiser ces journées d'appel en milieu carcéral n'est pas simple. Certains d'entre eux n'ont pas fait à 16 ans le recensement militaire auprès de leur mairie. Et puis les pêcheurs guadeloupéens ont obtenu le déblocage d'1 million d'euros après leur coup de force d'hier. Comment les mesures arrêtées sont-elles perçues par les marins pêcheurs sur le terrain? Les détails avec Nathalie Dinan et Maurice Dexter. Ce matin, les marins pêcheurs avaient regagné leur port d'attache avec le sentiment d'avoir gagné une bataille. Jimmy espère des jours meilleurs. En protégeant ça dans la pêche, que autant pêcher semblait pour même cause là, alors on va espérer que ça aille de mieux en mieux. Et que tout le monde qui participe à ça, quoi. Que ce soit l'État, que ce soit les marins, et que nous ne pas perdre de profession là, quoi. Parce que là, nous sommes en perdition. Même si le matériel a pris un coup, même si les moyens financiers manquent, même si les marins pêcheurs sont étranglés par les charges, ils continuent. À l'Oricisque, les bacs étaient chargés ce matin, de quoi cultiver l'espoir, même si pour certains, c'est encore loin de faire le compte. Nous passons de 400 000 euros à 1 million d'euros, mais c'est minime par rapport aux dépenses. Nous avons en commission technique qui était réunie et qui fait remonter les doléances des marins pêcheurs vers les sommes perdues. Grosso modo, on est pour 7 millions d'euros de pertes. Le coup de force d'hier a en partie porté ses fruits. Il est vrai que la Guadeloupe a été paralysée pendant des heures. Et ceux qui se considéraient être des otages n'ont pas forcément accepté la méthode. Ça fait un plaisir. Ça fait moins plaisir et encore remercier tous ces marins-là qui étaient là. Et encore espérer que c'est là qui partaient là, qui aillent en l'embé là, que le prochain coup qui est là. Parce que les combat là c'est pour tout le monde, pas pour un parti et pas pour le reste. Contre toute manifestation, il y a des gens pour qui gèrent maman nous, mais il y a en majorité contre qui gèrent maman nous, mais il y a en majorité pour qui encouragent nous et ça c'est magnifique. Parce qu'au moins les Antillais n'ont pas conscience qu'il y a d'autres Antillais en souffrance. Les marins pêcheurs restent véillatifs. Ils savent que l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnu en ce qui concerne leur profession. Ils se méfient des décisions européennes qui, selon eux, ne sont pas adaptées à la Guadeloupe. L'actualité, c'est aussi cette expérience de l'agglo, la réduction des biodéchets ménagers grâce à la contribution de poules pondeuses. Une expérience en prévision de la saturation de la décharge des maringouins. D'ici 2021, 120 poules pondeuses seront réparties dans une soixantaine de foyers sur le territoire. Les familles intéressées ont jusqu'au 18 novembre pour s'inscrire sur le site internet de la CACL. Les détails avec Laurent Ruff, chef de service environnement et déchets, au micro de Pierre Tréfou. Cette opération qui s'appelle Plus de poules, moins de déchets correspond à une opération qui s'inscrit dans le cadre des actions de prévention et de réduction des déchets et du territoire zéro déchet, zéro gaspille dont la CACL est labellisée. Et donc l'objectif de ces actions, c'est de pouvoir distribuer un couple de poules à 10 foyers de chacune des communes de la CACL qui vont leur permettre d'une part de réduire les déchets puisque ces poules vont consommer les restes de repas, les épluchures, et d'autre part de bénéficier de frais au quotidien sur chacun de ces foyers. Donc au-delà de ces opérations sur les poules, les opérations de réduction, prévention des déchets s'inscrivent également dans des actions sur la distribution de composteurs qui sont financés à 50% sur le territoire de la CACL et d'actions plus globales, notamment aussi sur les couches lavables qui sont elles également financées. L'objectif étant que le meilleur déchet à traiter, c'est celui qu'on n'a pas produit. Et par l'ensemble de ces actions, on peut viser jusqu'à 50% de réduction du gisement pour les foyers qui vont participer à ces opérations-là.
Cette année, les vacances de la Toussaint dureront 2 semaines au lieu de 10 jours, au plus grand bonheur des jeunes vacanciers. Ils étaient une quarantaine à mettre ce temps à contribution pour apprendre l'art du cirque. C'était ce matin et jusqu'à la fin de la semaine à l'école Montlucas de Cayenne, une activité organisée par l'association Marmaille Circus. Reportage de Gaël Wassim. Avez-vous toujours rêvé de marcher sur la corde raide? C'est possible grâce à l'école du cirque Marmaille Circus qui accueille des jeunes de tout âge durant les vacances scolaires. Entre jonglerie, acrobatie, funambule et autres diabolos, ces stages permettent aux plus jeunes d'apprendre les rudiments des arts du cirque. On a commencé, on avait à peu près tous 5 ans, 6 ans et on a toujours fait ça toutes nos vacances et on était toujours les mêmes, les anciens. Où il y avait l'autre animateur qui est maintenant avec moi, Zachary. Il y a maintenant des adolescents qui ont 14 ans, de temps en temps qui viennent. C'est des anciens aussi. Et les plus jeunes, ça leur plaît. On fait des petites activités, c'est sympathique, c'est ludique, c'est intéressant, ça les captive et c'est bien. Et puis on fait en sorte d'aménager un peu les horaires pour que les plus petits soient, quand ils sont plus fatigués en fin de journée, ils sont par exemple à mon atelier où je fais du maquillage, des dessins, c'est plus posé que le cirque. Entre autres les dessins d'Halloween et maquillage feutré, l'art de garder l'équilibre sur un monocycle les permettront peut-être de venir sonner à votre porte, chercher leur sucrerie. Je sais que moi étant petit, ça me permettait de me défouler, ça prenait mon temps. Après c'est clair que oui, c'est une activité assez physique qui demande quand même pas mal de concentration. Surtout, alors moi qui travaille au fil, je le vois aussi maintenant avec les petits, c'est que ça reste un travail assez fastidieux quand même de devoir se concentrer à garder son équilibre. Puis c'est pas très agréable le fil, ça fait mal aux pieds, du coup bon voilà, les petits ils ont peut-être un peu de mal avec ça, donc ça reste quand même assez physique. Après plus grand, c'est un exercice, l'exercice d'équilibre est quand même assez important. Et pour le clos du spectacle, une représentation sera organisée vendredi à 11 h, l'occasion pour ces jeunes acrobates de montrer leur talent. Avant de refermer ce journal, notre invité du jour est Marc Barra. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'avoir été. Vous êtes donc le directeur, le président de la GCAM, Guyane Cinéma Audiovisuel et Multimédia. Ce soir, vous venez nous parler du festival de cinéma La Toile des Palmistes qui a lieu sur la place des Palmistes, donc du 26 au 28 octobre. Cette année, qu'est-ce qui nous attend? Comme d'habitude, une floraison de tous les courts-métrages et documentaires guyanais de ces 2 dernières années, réunis ensemble pendant 2 soirs. Comme d'habitude aussi, un ciné-quiz avec 90 places de cinéma à gagner pour le public. Un concours de court-métrage aussi organisé. Cette année, c'était le thème le grain de sable. On a reçu 12 films qui seront diffusés, là pour le coup, le vendredi soir. On fait aussi une rétrospective des derniers tournages qui ont eu lieu en termes de séries télé, donc, et aussi des longs métrages. Donc on aura l'équipe de la série Guyane qui sera présente et on va remontrer quelques extraits de la série Guyane. Et aussi, cette année, on ouvre la programmation à la Colombie, dans le cadre de l'année France-Colombie. Vous recevez Juan Andrés Arango, voilà, qui vient présenter son dernier long métrage, qui a fait aujourd'hui 60 festivals. Et aussi un réal colombien guadeloupéen qui s'appelle Julien Siloré, qui vient présenter un court-métrage qui s'appelle Fefe Lambé, qui est un très très beau court-métrage, qui a eu le prix spécial à Clermont-Ferrand et qui est présélectionné au César. Voilà, donc comme d'habitude, la place est faite vraiment aux œuvres guyanaises pour leur donner plus de visibilité, en plein air, au cœur de la cité, et aussi on ouvre sur des programmations extérieures, donc avec la Colombie et la Guadeloupe cette année. Alors vous connaissez bien votre affaire, vous avez déjà tout résumé, mais on continue l'entretien, on va revenir en détail sur ce qu'on vient de dire. La Toile des Palmistes, c'est aussi un concours de court-métrage dont vous me parliez tout à l'heure. Donc cette année, c'était 3 minutes pour raconter une histoire de sable, de grains de sable. Comment s'est passé le concours cette année ? Alors nous avons reçu 12 films, le grain de sable était vraiment à prendre au sens propre comme au sens figuré, donc on a eu de tout, on a eu globalement quand même, ça reflète un peu la tendance et on va dire l'humeur un peu du moment. Il n'y a pas beaucoup de comédie, il n'y a pas beaucoup de légèreté, il y en a 2 ou 3 sur les 12, donc c'est quand même assez sombre, assez grave. Et donc voilà, donc on a de tout, ce sont des films amateurs, donc c'est ouvert aux amateurs, donc avec les moyens du bord.
Donc souvent, ils ont tendance à vouloir raconter beaucoup de choses en très peu de temps, en 3 minutes, et c'est pas, en général, c'est pas bon signe parce qu'on décroche trop d'informations. Peut-être sur la qualité de l'image, sur la simplicité de l'histoire racontée également. Nous, c'est ce qu'on a privilégié en tout cas, hein, parce qu'en 3 minutes, si vous bombardez les gens d'informations, on décroche et on passe on passe à côté du message en fait. Donc voilà, donc on a décerné un palmarès, nous étions 12 dans le jury, des gens, nos partenaires et des personnes de la GECAM. Voilà, donc notre palmarès est déjà, on a choisi nos films et le verdict sera vendredi soir. Donc vous allez projeter leurs différents films sur la place des Palmistes. On projette en plus tous les courts-métrages du concours de courts-métrages, oui, les 12 films, on projette et il y aura bien sûr 3 gagnants, et un 4e aussi ex aequo. Alors, la Toile des Palmistes, c'est aussi un vivier de réalisateurs, un tremplin. Combien de réalisateurs, dites-nous, sont sortis de vos rangs comme ça? Aujourd'hui, donc, il y a Marie-Sandrine Bakoul qui avait gagné le prix en 2014, aujourd'hui qui vient de faire l'Histoire des Lions, c'est un 2e court-métrage, donc elle continue à travailler. Quentin Chantrel aussi, qui avait gagné en 2014, prépare un autre court-métrage, de façon professionnelle, comme Marie-Sandrine. Marie-Sandrine travaille aussi comme 3e assistante à la réalisation sur la série Guyane. Et voilà, pour l'instant, ils n'ont pas encore fait de long métrage, mais ça va venir. Il faut faire plusieurs courts métrages avant de passer au long. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait venir Julien Siloré, qui a fait son court métrage Féfé Limbé, parce que c'est vraiment l'exemple type d'un court métrage bien produit, avec un producteur. Un film, ça se fait pas seul, avec un producteur, et voilà. Et donc il pourra faire passer des messages. Et d'ailleurs, on organise une table ronde aussi le samedi matin entre 10h et midi. Merci pour la perche. 10h et midi à l'Eldorado. La thématique, c'est itinéraire du réalisateur du court au long métrage. Donc chacun pourra donner son expérience, la mienne, celle de Julien Souleré, celle du réalisateur colombien, et tous les réalisateurs guyanais qui seront là. Serge Poyot sera là aussi, qui est en passe de faire son premier long métrage. Donc voilà, on va confronter un peu tous les avis, et on invite bien sûr toute la population et surtout les réalisateurs à venir partager avec nous leur expérience. Et Marvin Grignambe également a été passé par vos filtres également. Il a sorti Le Goût du Calou récemment. Voilà, qui sera projeté aussi, comme l'Histoire des Lions de Marie-Sandrine, qui sera projeté jeudi sur la place des Palmistes. Alors vous faites également partie de l'équipe de recrutement, de casting autour de la deuxième saison de Guyane, changeons de casquette. Et donc c'est le 13 novembre le début du tournage de cette 2e saison. Est-ce que vous avez eu des surprises cette année dans le casting que vous allez réaliser, qui d'ailleurs continue? On continue, on est d'ailleurs c'est un peu tendu en ce moment parce qu'il y a un peu de retard, mais cette année, les scénarios qu'ils nous ont apportés mettent en scène des Amérindiens. Donc, on a eu à faire des castings un peu avec, dans la communauté amérindienne, Wayana, Kalinia. Et donc, voilà, là-dessus, on aura un peu, j'espère, de nouveaux talents à révéler au public guyanais et au public. Et à chaque fois, c'est des profanes, des gens qui oui, ce sont des gens qui ne sont pas du tout acteurs. Non, ce sont des gens qui ne sont pas du tout acteurs, comme beaucoup de personnes de la série Guyane 1, très, très peu étaient acteurs professionnels, quoi. Après, on fait coacher avec un coach professionnel voilà, pour préparer les rôles. On rappelle les rendez-vous? Jeudi 26. Vendredi. Jeudi 26 à partir de 19h place des Palmistes. Vendredi aussi, 19h place des Palmistes. La clôture samedi au cinéma Eldorado, sur invitation, mais on peut venir chercher les invitations le jeudi et le vendredi sur la place des Palmistes. Voilà. Et autre particularité de cette année, on a inclus aussi le dispositif Passeur d'images avec nos amis de AVM, Association de Saint-Laurent-du-Maroni, qui inclut donc un programme d'éducation scolaire avec des films, donc La Playa, un autre film colombien, et aussi les films de Siloré. Donc là, c'est plus pour faire venir des jeunes, leur expliquer les films et parler un peu de la narration, de la réalisation, à travers 2 heures d'échange au cinéma Eldorado. Merci Marbara d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous voici donc arrivés à la fin de ces tranches d'informations. Je vous en rappelle les principaux titres. Le village chinois de Cayenne débarrassé de ses épaves de bateaux. Au grand soulagement des habitants, c'était une action menée ce matin par le service technique de la mairie de Cayenne. Nous en parlions dans ce journal. Et puis le syndicat UTG du CMCK tenait une réunion de débriefing ce matin au siège de l'Union des travailleurs guyanais. Ils ont souhaité remercier la population pour leur engagement pour le passage de l'hôpital de Kourou sous administration publique. Enfin, du cirque au menu des vacances de Toussaint, une quarantaine de férus d'acrobatie ont aiguisé leurs compétences. Une activité organisée par l'association Marmaille Circus.
Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur la TV Guyane.